Bonjour à toutes et à tous, et je vous salue ce matin gris pour ma part de mercredi pour vous parler de dynamique parce que c'est un cadre qui nous permet de nous réunir régulièrement, tous les mois notamment, par webinaire pour vous parler des sujets techniques, technologiques applicables à l'industrie euh, et Industrie 4.0 notamment. Moi, je suis Marielle Jaoudi, je me présente. Je travaille à l'Agence de développement et d'innovation Nouvelle-Aquitaine. C'est l'agence de développement régional qui accompagne les entreprises, les territoires et les filières dans les grandes transitions pour innover responsablement, pardon, durablement dans tous les projets euh, que vous puissiez avoir. Et moi, notamment, sur le territoire plus du Nord Nouvelle-Aquitaine, mais aussi ailleurs, partout en région, je travaille depuis plus de 15 ans avec les entreprises pour les accompagner dans tous les projets de développement et d'innovation et aussi les financements européens. Et ceci me permet de vous parler tout de suite de Dynamique parce que Dynamique est un projet européen. Qu'est-ce que c'est, au fait? C'est une action collective qui rassemble 13 partenaires que je vous présenterai après, cofinancés par un financement européen et régional. Et c'est un projet européen qui nous permet, à nous, les 13 partenaires, de nous réunir dans un cadre spécifique, mais surtout pour offrir à vous, les industriels et acteurs du territoire, une opportunité intéressante pour monter en compétences et vous former et gagner en productivité grâce à des nouvelles technologies numériques euh, basées sur l'IA, mais pas que. Donc, vous, les entreprises, si vous vous posez aujourd'hui la question des investissements dans votre outil productif, si vous voulez gagner en efficacité, en productivité, si vous voulez réduire aussi vos émissions carbone grâce à des techniques numériques, digitales, plus responsables et très modernes aujourd'hui, applicables à votre domaine personnalisé, vous êtes au bon endroit. Dynamique est fait pour vous. Je vais vous expliquer comment nous fonctionnons et quelles sont exactement les technologies que Dynamics cible. Parce que je vous ai parlé de l'intelligence artificielle, mais il faut le voir comme un peu une prisme d'approche. Dynamics s'adresse à des technologies issues de 4 nœuds d'innovation, donc 4 briques technologiques différentes, positionnées vraiment au cœur des industries manufacturières. On les trouvera aujourd'hui, je pense, dans toutes les usines de France, de près ou de loin. Donc, si vous êtes intéressé ou si vous avez des curiosités pour en acquérir davantage ou vous souhaitez innover pour déployer dans votre usine ou votre production des technologies issues donc d'intelligence artificielle, mais aussi de calcul de haute performance, tout ce qui est en lien avec automatisation, la robotique, la cobotique, donc interface homme-machine et process agile, tout ce qui est en lien avec les jumeaux numériques, donc le fait de modéliser au fait un environnement industriel pour des propos commerciaux, mais aussi pour former vos équipes, pour aussi faire de la maintenance prédictive sur des lignes, mieux soigner vos machines. Euh, c'est aussi un sujet qui touche dynamique, pardon, et tout ce qui est en lien avec l'IoT, donc les objets connectés, les systèmes intelligents et connectés et interfacés au sein de l'usine. Donc, si ces mots-clés de près ou de loin vous parlent, vous avez des projets en lien avec ces sujets-là, n'hésitez pas, Dynamique y fait pour vous. Comment Dynamique intervient et quels sont les services que cette action collective nous permet de vous proposer au sein de l'action Dynamique? Alors, vous avez donc un parcours pour entreprise qui commence à partir du contact où nous sommes donc un représentant du projet dynamique et entreprise en relation. Nous commençons par une évaluation personnalisée. Je parle bien de personnalisé parce que on ne va pas toujours administrer le même diagnostic euh, identique à toutes les entreprises. Chaque entreprise a un degré de maturité et d'appropriation des technologies très différentes. Donc, on va adapter aussi ce côté approche et évaluation de besoins pendant la phase de diagnostic. Cette phase-là, elle est à 100% prise en charge par le financement dont nous bénéficions. Donc, ça ne coûte rien à l'entreprise. À partir de ce moment-là, un bilan de préconisation est dressé par l'ensemble des experts intervenants dans le projet et il vous est proposé un rapport avec une liste d'axes d'amélioration. À partir de ce moment, vous avez le choix
de travailler sur un ou plusieurs axes ou on vous oriente vers des acteurs qui peuvent être mieux positionnés aussi. Cela peut arriver que Dynamique n'est pas spécialement fait pour votre projet. Donc vraiment, on est dans une relation personnalisée du début à la fin. À partir de ce moment-là, si nous décidons de travailler ensemble, vous signez une convention d'engagement et vous passez sur l'exécution de services, sur la mise en place des prestations pour lesquelles vous choisissez de travailler avec Dynamique. Je peux parler aussi d'une relation long terme qui peut s'installer à ce moment-là parce qu'une entreprise peut venir nous voir pour un besoin qu'elle identifie aujourd'hui en ce moment même, mais peut-être à la fin de la réalisation d'une première prestation, les choses évoluent et l'entreprise détecte un nouveau besoin en termes d'innovation, par exemple, et elle peut revenir dans la boucle avec un deuxième cycle de prestation. C'est tout à fait possible. Nous ne nous séparons pas à la fin de la première réalisation de service. Concrètement, quels sont ces services pour les entreprises et comment est-ce que nous, on intervient auprès de vous? Ça peut revêtir des formes très diverses. Il peut s'agir d'un simple conseil technologique pour tel ou tel domaine, voir si vous, une entreprise, une technologie est adaptée ou pas, ou adaptable par rapport à votre besoin. La dernière fois, j'ai assisté au webinaire sur le contrôle qualité par l'intelligence artificielle. Il s'est avéré que finalement, ce n'est pas tout à fait adapté à toutes les entreprises et en ça, l'étape de conseil peut être très intéressante et pertinente déjà pour savoir qu'est-ce qui est réalisable ou pas, qu'est-ce qui est pertinent pour vous, pour tel ou tel objectif aussi. Qu'est-ce que vous cherchez en mettant en place cet investissement et cette nouvelle technologie. Je vous ai parlé des investissements qui peuvent être très coûteux dans le domaine industrie 4.0, les nouvelles machines, les automatismes, etc. Dynamique vous permet de faire des tests et expérimentations avant d'investir sur peut-être des installations expérimentales qui nous sont prêtées par nos partenaires ou pas sur différentes plateformes. Euh, ou au sein de votre entreprise directement pour comprendre et décider est-ce que vous avez besoin d'investir dans un grand changement industriel numérique au sein de votre entreprise ou pas. Donc, nous vous accompagnons pour innover et faire des POC, des preuves de concept pour valider la pertinence d'un futur investissement. Une fois que vous avez fait la preuve de concept et vous pensez qu'un investissement peut être pertinent, vous avez besoin d'un financement. Donc, vous pouvez bénéficier aussi des accompagnements et des services à la recherche de financement public et privé au sein de Dynamique. Donc, tout se passe de manière globale, hein. Il n'y a pas, c'est pas quatre morceaux séparés. Nous vous proposons des axes d'amélioration dans le rapport qui se suivent, au fait, hein, et qui sont cohérentes et logiques, l'une découle de l'autre. Nous vous mettons en relation, comme je vous ai dit déjà, oui, avec des acteurs de l'écosystème qui peuvent être des fois aussi plus experts sur certaines questions. Mais aussi, nous sommes en lien avec les équivalents de Dynamique, parce que c'est un projet européen, comme je vous ai dit au début, qui est déployé en Nouvelle-Aquitaine. Mais sachez qu'il est également déployé partout en France et dans toute l'Europe. Et il s'agit des hubs digitaux innovants. Et donc, nous sommes en relation avec aussi cet écosystème plus global européen vers lequel nous pouvons faire ouvrir des portes et vous renvoyer via des mises en relation. Et puis Dynamique propose tout un listing de formations par rapport à ces nouvelles technologies, des fois difficiles d'approche et d'appropriation pour les entreprises, pour mieux former vos équipes et pour que, voilà, ils déploient au mieux ces différents aspects. Un mot sur les partenaires, parce que c'est un gros projet, mais qui est très pertinent parce que vous avez d'une part des partenaires qui travaillent beaucoup avec les entreprises, donc l'agence de développement, les pôles de compétitivité, les centres techniques, et d'autre part des acteurs académiques, les laboratoires de recherche qui sont vraiment à la pointe de l'expertise autour des 4 nœuds technologiques de Dynamique et vraiment l'intérêt pour les entreprises, c'est d'aller au-delà de l'état de l'art et nous nous appuyons sur nos partenaires académiques parce ils sont vraiment au courant de ce qui se passe sur chaque brique technologique dans le monde entier. Je n'oublie pas, bien sûr, les partenaires associés qui sont listés plus bas. Et sur ça, je pense que j'ai terminé.
Comment est-ce que vous faites pour nous contacter? Je vous propose de revenir vers moi avec un contact que vous avez à la fin de cette présentation, ou ma collègue Marianne Chamy qui s'occupe vraiment d'accompagner les entreprises dans leur parcours que je vous ai cité tout à l'heure à partir du diagnostic. Donc si moi toutefois voilà, vous préférez quelqu'un d'autre, il n'y a pas de problème, je ne me fâcherai pas. Il y a aussi Marianne ou sinon moi directement. Et je resterai avec vous pendant toute la durée du webinaire. Donc, si vous avez des questions, tout de suite ou après, n'hésitez pas. Merci beaucoup Maria donc, pour cette Merci. présentation de Dynamique. Vous l'aurez compris, de nombreux partenaires avec un objectif commun, vous accompagner sur ces 4 nœuds technologiques proposés par le projet. Je rappelle à tout le monde que vous pouvez couper vos caméras. Nous allons passer la parole à Jean-Christophe Marpeau pour nous présenter le thème du jour, le focus sur l'IA, les fondamentaux, les technologies et des exemples d'applications. Donc, la session est enregistrée, donc vous êtes voilà, informés de cet aspect-là. Merci Jean-Christophe. Tu peux enlever alors, le micro peut-être, comme ça tu peux prendre la parole. C'est bon, vous m'entendez? Voilà, parfait. Merci. N'hésitez pas à poser vos questions sur l'onglet conversation, le chat de Teams. Oui, vas-y Jean-Christophe. Ok. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc je vais effectivement aborder l'IA. Alors rassurez-vous, l'IA tel que Sébastien me l'a demandé, c'est vraiment présenter pas les fondamentaux scientifiques de l'IA, mais surtout parler surtout des cas d'usage et de l'intégration des techno-IA pris dans leur globalité dans l'entreprise. Je pense que c'est un peu surtout c'est l'objet et c'est quelque chose que l'on traite un peu chez Captronic, sachant qu'il y a des spécialistes pour la mise en œuvre qui sont ils sont très bons et je sais que au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine, vous êtes relativement bien pourvu en matière de spécialistes et c'est une très bonne chose. Je vous parle de la région de Nancy où il fait pas beau, où il pleut et on a eu plein d'orages. Donc voilà, si vous voulez connaître la météo dans le Grand Est, il fait gris. On va commencer donc autour de l'IA. D'abord, j'aime bien commencer toujours par cette présentation. Au début, il y a la donnée, hein, il y a de la data. C'est un peu le principe, c'est un peu le Big Bang. Et cette donnée, il y en a beaucoup. Si on regarde un petit peu, alors ça reste des statistiques ou ça reste des chiffres, hein, ça vaut ce que ça vaut, mais effectivement, on est submergé de données. SMS, les mails, Facebook, YouTube et tout ça, je dirais que ça prend énormément de données. Et effectivement, on parle de la valorisation de cette donnée qui représente effectivement un gisement de valeur non négligeable. C'est le principe effectivement de la science de la donnée, où l'objectif c'est un domaine, comme c'est écrit, hein, interdisciplinaire entre les statistiques, le business et l'informatique. Il y a des slides, je sais qu'il y a beaucoup de slides, on m'a dit 65, mais il y en a certaines, je vais passer assez vite, je vais vraiment aller vers l'essentiel. Ce qui nous intéresse, nous, effectivement, c'est le centre de tout ça, c'est la data science avec effectivement ces domaines d'application, ces domaines d'analyse et les aspects algorithmiques qui vont nous permettre effectivement de valoriser tout ça. On parle de valorisation, bien sûr, quand on parle de données. Alors, tout ce que je vais dire, je pense que la plupart des choses, vous les savez, donc pour ça que sur certains points, je vais aller vite. Il est important de valoriser ces données, donc d'être capable de les exploiter, de mesurer et surtout de les indexer et visualiser. C'est tout le travail, effectivement, de la gestion de la donnée. Quasiment, on peut le dire actuellement, quasiment tous les secteurs sont concernés, ou en tout cas, il n'y a pas une journée sans voir apparaître effectivement un cas d'usage spécifique ou un secteur d'activité qui s'intéresse effectivement à l'utilisation de ces données pour sa propre activité. Un exemple, et pour ça, c'est quand même très important de partir sur la donnée, c'est un exemple assez classique qu'on trouve un peu partout. Un assureur faire payer les bons conducteurs moins cher. Donc, l'objectif pour lui, la finalité, c'est de consolider sa clientèle, attirer de nouveaux clients, faire un tri, optimiser ses outils de gestion et ainsi de suite. Donc, pour faire ça, il a besoin de faire du prédictif sur l'analyse du comportement de ses clients, d'identifier les mauvais conducteurs pour leur mettre une surtaxe et
pourquoi pas, et on le voit de plus en plus vendre, en fin de compte, ces données qui ont été indexées, valorisées, traitées, nettoyées, et ainsi de suite, à d'autres enseignes ou à d'autres partenaires, ou quelque part faire un travail de valorisation. Donc, ce qu'il a décidé de faire, c'est d'équiper, en toute logique, hein, comme tout bon ingénieur technicien ou en tout cas scientifique, pour récupérer de la donnée, il va falloir effectivement la capter, il va falloir la faire ressortir. Donc, on va équiper les boîtiers, ou en tout cas, il va équiper ces boîtiers de ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà, hop, j'ai mon écran qui fait un truc bizarre. Et donc, en conséquence, je ne sais pas si vous voyez toujours. Oui, Oui, on est sur en conséquence, oui, oui. Voilà, en conséquence, donc, ça représente 3 millions d'objets connectés. Il faut savoir qu'en France, il y a 40 millions de véhicules en circulation. En 2022, 52 immatriculés. Si on part d'un principe de 10 captages par minute, un historique sur 4 ans, je vous laisse juste lire la quantité de données qu'il va falloir stocker. Alors, ce n'est pas écologique, hein, mais la réalité est là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va se retrouver devant une massitude de données importantes et il va falloir effectivement développer ou en tout cas mettre en face une architecture pour pouvoir traiter ces données. Et donc, c'est tout effectivement le cœur quelque part de l'IA, au-delà effectivement de la valorisation de ces données, c'est effectivement tout ce travail de captation, de traitement, de nettoyage, de filtration pour effectivement arriver à une certaine donnée utile, c'est-à-dire en gros connaissance du client, se protéger contre la fraude, avoir un comportemental. En gros, ce qui nous intéresse actuellement est ce que l'on va avoir comme données valorisées. Et ça nous amène effectivement à mettre le doigt ou en tout cas à bien préciser ce qu'est l'intelligence artificielle, puisque c'est le principe. Alors, on m'a demandé de définir l'IA. J'avoue que j'ai deux définitions et ce que j'aime bien, lors d'une conférence, j'ai assisté avec Luc Julia il y a quelques mois, on a échangé sur le sujet et il m'a un petit peu bousculé, il m'a dit arrête de parler d'intelligence artificielle, mais parle plutôt d'intelligence augmentée. Je ne l'ai pas écouté parce qu'on parle encore d'IA, mais effectivement, je pense que le concept est intéressant. Effectivement, peut-être plus de parler d'intelligence augmentée actuellement, dans le sens où l'IA va, à travers effectivement ce travail de traitement, de captation, de traitement, de valorisation et de nettoyage de données, aider quelque part l'utilisateur, à travers effectivement toutes ces technos, et effectivement aider l'humain ou l'homme ou quelqu'un d'autre effectivement à prendre des décisions, ou en tout cas à prendre des décisions beaucoup plus facilement. Donc, c'est un point important. C'est pour ça que ce n'est pas évident de définir ça. Il y a, alors, voilà, il y a à côté, il y a les 9 formes d'intelligence. Ensuite, je vous laisserai lire. De toute façon, je pense que ça va être pour avoir accès à tout ça. Mais bon, c'est une définition qui n'est pas si évidente que ça. En tout état de cause, ce que l'on peut dire, c'est les résultats. Et je pense que les résultats partent d'eux-mêmes et on le voit tous les jours. J'ai quelques exemples intéressants de résultats autour de l'IA, le traitement d'image, bien sûr, la reconnaissance, la description automatique de contenu d'une image. Alors maintenant, on est beaucoup sur de l'image. On parle de AlphaGo qui a appris à jouer tout seul en se nourrissant de parties réelles. Tout ça, ce sont des exemples assez connus d'IA. Le véhicule autonome, les assistants virtuels au cœur de la vie de tous les jours, on en voit assez souvent. Donc voilà, il y a une multitude de domaines d'applications qui grandissent tous les jours, hein. Il suffit de regarder la presse spécialisée, voire même la presse tout court, et tout le monde effectivement se fait l'écho d'un nouveau développement et autres. En tout état de cause, 3 points importants qu'il faut avoir bien en tête lorsqu'on se lance dans la démarche IA, c'est un triptyque. Un triptyque composé d'un moteur, d'un carburant et une destination. Alors, on fait l'analogie avec la voiture. Le moteur, effectivement, c'est les capacités de calcul qui sont quand même relativement importants maintenant. Donc, c'est pour ça qu'aussi que l'IA se développe. Bien sûr, on en a un peu parlé tout à l'heure, c'est de la donnée, hein. C'est effectivement avoir un accès à toutes ces données-là. Plus vous avez de données, plus effectivement derrière ce que vous allez avoir comme résultat sera pertinent. Alors, je parle de données pas brutes, hein, des données nettoyées, on y reviendra derrière.
On dispose effectivement des outils algorithmiques pour le faire qui sont liés effectivement avec les capacités de calcul. Et puis, c'est vrai que c'est important. Faire de l'IA pour faire de l'IA, bon, c'est bien intellectuellement, mais il faut quand même avoir derrière des objectifs et des domaines d'application. C'est quand même mieux. Donc, effectivement, derrière, il faut avoir des domaines sur lesquels on va pouvoir valoriser tous ces résultats. Donc, voilà un petit peu le triptyque et c'est ce qui va nous guider jusqu'à la fin de cette présentation. Un zoom sur le moteur, je ne vais pas aller plus loin parce que c'est une affaire de spécialiste, quoique de moins en moins, mais si, quand même, il faut quand même reconnaître une affaire quand même de spécialiste. On a des algorithmes supervisés, non supervisés, avec des systèmes de classification d'agrégation, de clustering, de segmentation. Je ne vais pas aller plus loin, les outils logiciels. Au sein du DIH, les spécialistes sont là. Je pense que même ici, ils doivent être là en train d'écouter. Il faut aller les voir. Il n'y a rien de tel que des chercheurs, des universitaires ou des centres techniques pour effectivement mettre en œuvre toutes ces technologies-là. D'ailleurs, je pense qu'on ne peut pas faire de l'IA sans passer par des spécialistes justement en algorithmique. Donc, il y a ça. Je ne parle pas de réseau de neurones, hein, mais ça en fait partie. Il y a effectivement les données qui sont de tout type hein, et qui ont des origines aussi multiples, hein, qui viennent effectivement de l'instrumentation, de données enregistrées par l'humain, de capteurs, de grosses bases de données, d'images, et ainsi de suite. Donc, effectivement, tout ce qui peut être utile en matière de données, images, son, chaîne numérique, textuelle, peut avoir un impact, ou en tout cas peuvent être utilisés pour, derrière, in fine, faire un traitement IA. Donc là, c'est quand même important parce que, comme une voiture, hein, sans carburant, elle n'avance pas. L'IA, sans données, ça n'a pas d'intérêt. Et derrière, eh bien, effectivement, un objectif, et c'est ce qui nous amène effectivement à cette présentation, c'est un véritable potentiel de transformation pour l'entreprise. Aussi bien au niveau de l'entreprise qu'au niveau du client, qu'au niveau de son business model. Donc, effectivement, la finalité derrière, c'est d'actionner, en tout cas, d'actionner ces trois leviers-là ou d'impacter ces trois leviers. Pour l'entreprise, alors, il n'y a rien de tel que passer sur des exemples, puisqu'ils sont assez multiples. Bien, quelque part, quel est l'intérêt d'utiliser l'IA pour l'entreprise dans son mode de fonctionnement? Eh bien, ça peut avoir un impact sur la gestion des stocks, sur la logistique, c'est l'optimisation. Hein. C'est principalement actuellement les usages principaux que l'on peut faire de la chaîne IA résident dans l'optimisation, soit de la consommation énergétique, soit de l'optimisation de stock, de la gestion, dès lors qu'à un moment donné, il y a une multitude de données à prendre en compte et qu'il va falloir prendre des décisions. J'ai en tête récemment un exemple chez Arcelor où ils utilisent l'IA, par exemple, pour brûler les gaz de combustion, et notamment soit les brûler ou soit les réutiliser pour chauffer des installations, des habitations. Et bien, en fin de compte, tout ce travail-là, tout ce choix-là, tout ce processus-là est géré par un algorithme IA. Pourquoi? Parce qu'il va récupérer de la donnée sur les sites de Dunkerque, une multitude de données, et il va être capable de savoir, en fonction de la météo, en fonction des besoins de consommation, en fonction de tout un tas de paramètres, s'il y a lieu de mettre en route les machines pour pouvoir générer de l'électricité, ou alors brûler ces gaz non utilisés dans des torchères, parce qu'en fin de compte, la demande n'est pas là. Et donc, il y a effectivement, à travers cet exemple d'IA, il y a une optimisation d'un processus industriel. C'est assez impressionnant à voir. Il faut quand même monter. Vous allez à Dunkerque, vous allez chez Arcelor, ça marche vachement bien. C'est pas mal. On a parlé effectivement d'optimisation, des gains de productivité aussi, réduction du time to market. L'IA effectivement peut aider, notamment dans le couple produit-marché, à avoir une meilleure vision, alors qu'effectivement on a toujours pareil, on a beaucoup de données, d'avoir une meilleure vision sur ce que l'on veut faire. Ça améliore effectivement, alors à partir de là, derrière, on fait de la maintenance prédictive, on gère les déchets, j'en ai un petit peu parlé, et puis quelque part aussi, alors on ne remplace pas l'homme, hein, bien sûr, mais on va travailler sur des systèmes collaboratifs qui vont peut-être voir ce que l'homme ne va pas faire, ce que nous, on ne voit pas, parce qu'on est
dans un environnement multitâche et multidonnées, et qu'effectivement, notre cerveau, il a ses limites. Même si c'est quand même le premier outil à utiliser, il a quand même ses limites, qui fait que des fois, on passe à côté de choses importantes. Parce que le robot, lui, quand il est optimisé par l'IA, ne sera pas impacté. L'expérience client, c'est effectivement, on en parle beaucoup. Je dirais que c'est un petit peu ce qui est souvent sur le devant de la scène, c'est tout ce qui est les robots, les assistants virtuels, l'analyse effectivement des courses, des données, l'analyse de tout un tas d'informations venant du consommateur pour pouvoir permettre aux sociétés marketing et autres, effectivement, d'apporter un service client beaucoup plus adapté. Le véhicule autonome, alors on parle de disruption, ça fait qu'on en parle beaucoup en termes de véhicule autonome. Est-ce qu'on arrivera un jour au véhicule qui va rouler tout seul? Alors je vais vous donner toujours, c'est l'anecdote que je dis toujours, quand on discute avec notamment Luc Julia, ça le fait marrer, parce qu'il dit toujours, il dit le jour où on mettra de l'IA dans un véhicule et qu'on mettra la voiture place de l'Étoile, il y a de fortes chances que la voiture ne roule pas, tout simplement parce que bon, on lui aura appris à respecter le code de la route. Et le principe de l'humain, c'est justement de passer outre le code de la route pour pouvoir se souffler dans la circulation. Je dirais qu'effectivement, l'IA, c'est ça aussi, c'est que l'IA va respecter effectivement les consignes ou les éléments qu'on va lui apprendre. Mais alors, le jour, après, je ne suis pas assez spécialiste. Est-ce qu'un jour l'IA arrivera à décider par elle-même? C'est une autre histoire. Mais bon, effectivement, le véhicule quasi autonome est presque une réalité quand même à travers effectivement cette captation de données qui lui permettent de prendre en main certaines fonctionnalités du véhicule à la place du pilote, et ceci en toute sécurité. On a parlé effectivement des assistants virtuels. Bon, je ne vais pas y revenir. Petit point intéressant, je vous ai mis là parce qu'il y a une enquête, ça vaut ce que ça vaut, mais il y a une enquête qui a été faite en région Grand Est en 2019 sur effectivement l'IA, comment l'IA en tout cas, quelle est la vision ou qu'en pensent les entreprises du Grand Est au niveau de l'IA. Ben, voilà le résultat. Alors, c'est vrai que je ne vois pas, je ne sais pas si vous voyez bien le slide. Oui, c'est C'est assez petit quand même, ouais, surtout à c'est un gauche peu là. petit, hein, il me semble. Ouais. Hein, ouais, ouais. Moi aussi. Alors, alors, ce qu'il faut retenir, c'est que, on va dire, au-delà de 50%, pour les entreprises du Grand Est, l'IA, l'utilité de l'IA ou l'impact, c'est d'améliorer, en tout cas, de permettre aux décideurs d'améliorer sa prise de décision, d'optimiser la gestion interne de l'entreprise liée à ses prises de décision et d'améliorer à travers l'IA les caractéristiques et les performances, soit de l'outil de production ou soit des outils qui sont développés, c'est-à-dire les produits qui sont vendus. Et ça passe ça passe par l'intégration de l'IA en priorité dans la phase d'ingénierie et développement de produits, et en deuxième point, pour 31%, au niveau de la production. Donc on se rend compte que, en tout cas, je parle pour la région Grand Est, hein, l'IA doit être déployée en priorité au niveau de l'ingénierie, donc développement de produits industriels, développement de process industriels et développement de process industriels. Donc voilà, c'est juste une enquête qui a été faite et bon, ça vaut ce que ça vaut. En tout cas, ce que l'on observe, et on pourra peut-être en discuter après, c'est que de plus en plus, il y a une convergence entre l'IT et l'OT. J'ai pris les termes cyber, c'est volontaire, hein, parce qu'en cybersécurité, on a la même observation. On a effectivement cette convergence où on part effectivement de la grosse infrastructure dans laquelle on va effectivement intégrer des algorithmes IA. De plus en plus, on va se rapprocher de l'OT, de l'IoT, du matériel, pour quelque part rendre beaucoup plus performant le fonctionnement de l'IA. Et on voit bien, c'est un lien très clair entre la donnée que l'on va récupérer, c'est-à-dire que pour que l'IA soit pertinent, il lui faut une donnée propre. Et ces données, elles doivent être propres. Pourquoi? Parce que
on va l'utiliser pour faire de la maintenance prédictive, pour l'aide au diagnostic. Donc, vous comprenez quand même qu'il ne faut pas trop se planter sur cette donnée. Et on le voit bien, on est quand même très proche, à partir de là, de la partie OT. Je ne parle pas des exemples de GAFAM et autres. Pour l'agriculture, ce rapprochement ou cette convergence IT-OT, elle est aussi très forte. Là, on voit un petit robot là, sur roue. Il y a aussi en région de Champagne une entreprise qui a développé une multitude de capteurs qu'ils implantent au niveau des vignes, notamment des vignes champenoises. Et à travers un système d'algorithme IA, ils vont travailler, et en tout cas, le vigneron va être averti s'il y a un risque de maladie, il va être averti par rapport à la météo, par rapport aux différentes gestions qu'il doit mettre en place au niveau de sa vigne pour optimiser effectivement l'outil de production. Et tout le travail effectivement de cette entreprise qui a travaillé sur le sujet s'est fait effectivement au niveau de la captation de la donnée, donc du capteur, et du traitement sur site avant effectivement d'envoyer tout ça sur un serveur pour qu'il puisse effectivement faire son travail. Dans l'industrie aussi, on est quand même de plus en plus proche effectivement de la partie OT, la prédiction de panne, les capteurs, toujours à OT et machine learning et ainsi de suite. Donc vous voyez que cette convergence, elle est quand même là. Banque et assurance, alors pour l'instant pas, mais ça devient de plus en plus, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on regarde ici, toujours en grand test, hein, des réseaux de banques, on commence à mettre en place effectivement des outils de captation de données liés à l'utilisateur pour pouvoir optimiser effectivement tous les algorithmes qu'ils ont et notamment tous les bots et les réponses qu'ils peuvent donner à leurs clients. Les ascenseurs, c'est un exemple, hein, effectivement, de maintenance préventive ou prédictive sur les ascenseurs. Donc voilà. Quels sont les freins à tout ça? Parce que vous allez me dire, OK, très bien, c'est génial, mais il y a forcément des freins. Bien sûr qu'il y a des freins, comme toute techno. Je reviens sur la même étude qui a été faite en région Grand Est. Alors, je ne sais pas du tout si en Nouvelle-Aquitaine, c'est pareil, mais on se rend compte que le principal frein identifié, et il est majeur dans les entreprises, pour 37%, effectivement, c'est les moyens financiers. Bah, ça demande effectivement du temps. Traiter les données demande du temps, exploiter ces données demande du temps. Il faut faire appel à des data scientists, il faut faire appel à des fois des mathématiciens, des gens qui maîtrisent effectivement les algorithmes, et ce travail de nettoyage, de mise en forme et autres, et puis d'identifier les données les plus pertinentes demande du temps. Et c'est souvent un travail qui n'est pas visible, forcément, parce que les résultats mettent un peu de temps, c'est le cas de le dire, pour pouvoir apparaître. Pourtant, ils sont nécessaires, et c'est ce qui peut coûter assez cher. Deuxième point, effectivement, c'est les compétences. Et puis, pour 26%, c'est la donnée. Effectivement, c'est d'avoir de la donnée exploitable. On retrouve bien un peu le triptyque, sachant que pour 8%, le frein majeur, en tout cas en Grand Est, c'est la techno. Quelque part, il n'y a pas de verrou technologique matériel à proprement donné. On dispose des équipements pour le faire. Effectivement, il faut des sous, des compétences et de la donnée pour réaliser effectivement sa migration vers l'IA. C'est une évidence. L'IA soulève aussi pas mal d'enjeux juridiques sur le droit. Je ne vais pas m'appesantir parce que ça pourrait faire l'objet d'un débat au niveau droit, au niveau des enjeux sociaux. On parle toujours, est-ce que l'IA va remplacer l'homme? Je ne suis pas un spécialiste, donc je ne vais pas me lancer là-dessus. Peut-être qu'à l'occasion, ça serait intéressant au niveau de dynamique de faire cette discussion. Et éthique, bien sûr. C'est le lien avec tout ça. Neuralink, tout le monde en parle. Je ne sais pas, vous avez entendu parler, un moratoire de 6 mois. Dans la presse, on en a parlé avant les vacances, un moratoire de 6 mois en recherche IA. Bon, ça veut dire quand même que beaucoup de gens se posent des questions. Alors, ce qui nous intéresse quand même, c'est le processus global. Qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour pouvoir déployer des algorithmes IA dans l'entreprise? Je vais revenir toujours à un autre moteur. Le moteur, on a des données, on a des algorithmes, et puis derrière, on a des résultats. On va retrouver exactement la même chose. On a effectivement le carburant à travers des capteurs, des métriques du contenu, donc la collecte de données. Après, on va mettre en place un nettoyage, un enrichissement, une harmonisation de ces données. On va les injecter dans l'algorithme, et puis derrière, effectivement, on aura ces données qui vont être, en tout cas visuelles, que l'on va pouvoir
valoriser. Vous voyez qu'en somme toute, c'est assez simple, hein. Collecte, préparation, apprentissage et résultats. L'étape la plus importante, vous l'avez compris, c'est ce travail de nettoyage de données, de transformation des données, de leur donner effectivement la vraie valeur dont on a besoin. C'est l'étape qui consomme le plus de temps possible. Je reprends l'exemple, puisque je le connais dans le Grand Est, avec les équipes du CEA, on a travaillé sur un projet pour une machine, pour du machinisme agricole. Ils se retrouvaient avec une multitude de données dans un serveur à plus savoir qu'en faire. Elles ont été analysées par un spécialiste de la donnée. Ils se sont rendus compte que ces données, bah, ils en avaient beaucoup, hein, ça consommait beaucoup d'énergie, beaucoup de place, mais l'utilité était faible. Bah, il a fallu effectivement travailler pour comprendre pourquoi effectivement on ne pouvait pas utiliser toutes ces données, bah, tout simplement parce qu'elles n'étaient pas bonnes, parce qu'elles n'étaient pas précises, parce qu'il y avait beaucoup d'erreurs, parce qu'elles ne correspondaient pas forcément non plus à la réalité. Eh bien, le travail de cette entreprise, avant même de se lancer dans une démarche d'IA, ça a été effectivement de revoir toute la technique, toute son instrumentation pour être en mesure de collecter de la donnée clean, de la donnée propre et de la donnée utilisable. Et ça a donné lieu effectivement à un projet de R&D qu'on appelle l'électronique structurelle, où il a fallu concevoir des nouveaux capteurs capables effectivement de récupérer la donnée utile. Donc vraiment ce travail de nettoyage de données, de comprendre la donnée, elle est fondamentale, parce qu'elle peut soit effectivement valider la mise en œuvre d'un algorithme IA et de mettre en place toute la procédure, voire même d'invalider en disant non, les données que vous avez ne sont pas clean, ne sont pas prêtes, on ne peut pas les utiliser. Il va falloir aller beaucoup plus en amont pour comprendre pourquoi et de savoir où aller la chercher, où aller chercher la vraie donnée, la bonne donnée avec le bon formalisme, voire même développer, dans ce cas-là, toute l'électronique de captation nécessaire à récupérer ces données. Et c'est important de passer par là. Les différentes étapes, je ne vais pas, parce que c'est peut-être pas forcément l'élément le plus intéressant pour nous, hein, mais il faut avoir ça en tête, hein. On a effectivement tout ce qui est IoT Big Data, donc c'est la partie traitement de données, IA, et puis la transformation. On retrouve enfin, effectivement tous ces points-là. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est effectivement, c'est ça, c'est l'effort budgétaire pour justement faire ce travail d'analyse de données et on se rend compte qu'on est à 2, 3, on est à tout ce travail, tout cet effort-là en amont, qui est effectivement la gestion, le traitement de la donnée, de faire en sorte d'avoir de la donnée fiable, claire. Et on est à 35, 30, qu'on est allez, quasiment, on va dire presque à un petit peu en dessous de 50% du budget. Après, le reste, c'est la datation, c'est des modèles. C'est vrai que ça prend effectivement le reste des données. Ce sont des outils assez connus d'IA, des algorithmes, mais on se rend compte que quand même, il y a une bonne partie en amont des 50% qui sont des tâches fondamentales, qui peuvent coûter du budget, qui sont fondamentales, mais qui vont permettre, si on ne le fait pas, si on le fait bien, de gagner en fin de compte sur le reste, hein. Et ça, il faut vraiment en être conscient que c'est fondamental. Alors, on a parlé des verrous là, d'une manière globale. Je vous ai expliqué effectivement le retour qu'il en est fait. Il y a eu des questions. Bon, j'ai promis à Sébastien que je ne répondrai pas aux questions en ligne au fur et à mesure. Euh, donc, je répondrai après. Il y a effectivement, on peut mettre en place tous ces verrous. Il y a différents verrous. Alors, il y a des verrous qui sont liés par rapport à ce que nous, on a vu en Grand Est, mais si on regarde au niveau global, on va retrouver les mêmes. D'abord, c'est stratégique. Alors, c'est presque une évidence. Pour faire de l'IA, il faut avoir envie d'en faire. Voilà. Et il faut être conscient que s'engager dans une démarche IA va demander effectivement des moyens financiers, va demander effectivement l'implication d'une organisation, des décideurs, du bureau d'études, on le voit, hein. Ça va impacter l'ingénierie, la production, la R&D, tout un tas de postes dans l'entreprise. Donc, c'est stratégique. Donc, les décisions, le choix de se lancer dans une démarche IA doit être pris au plus haut niveau de l'entreprise parce que ça va effectivement avoir un impact non négligeable et on l'a vu aussi, un impact financier. Donc, doit être avant tout stratégique. Le deuxième verrou, c'est les données, je l'ai déjà dit. Il faut avoir de la donnée sûre, fiable, efficace, claire, exploitable, ce qui n'est pas toujours le cas.
Donc, il y a un vrai travail à faire sur vraiment la bonne compréhension des données dont on dispose pour le faire. Vous avez bien compris que l'absence de données, on ne peut pas faire d'IA si on n'a pas de données, hein, c'est une évidence. L'infrastructure, on l'a dit aussi, toute collecte de données donne lieu effectivement à une infrastructure qui va permettre effectivement de stocker ces données. Donc, il faut aussi penser à cette infrastructure. On ne peut pas faire de l'IA si on ne dispose pas d'une infrastructure pour pouvoir faire cette collecte de données avec toutes les sécurités qui vont autour. Pareil, hein, quand on parle d'infrastructure, on peut parler de cybersécurité. La donnée est un élément important, c'est aussi une cible pour une multitude de structures, de services ou d'attaquants de récupérer ces données parce que si vous ne la vendez pas, d'autres vont le faire. Donc, il faut avoir une infrastructure sécurisée. Et des compétences, bien sûr, pour mener à bien de front, effectivement, la récupération de ces données, le traitement des algorithmes, la structuration de la partie IT et de stockage, et puis toute la gestion pour arriver effectivement à fournir au client, à fournir à l'utilisateur la donnée dont il a besoin. En lien avec cet aspect-là, la question portait en effet sur les coûts. Donc, si une fois qu'on a des données, la question en fait était, mais il existe bien des moteurs, des algorithmes sur étagère qui évitent de passer trop de temps en R&D pour l'application. Quel est ton avis là-dessus? Bien sûr, il existe des algorithmes, mais bon, ça reste, à un moment donné, il faut quand même matcher entre les données utiles et l'algorithme. C'est-à-dire que tous les algorithmes ne sont pas. Ce qu'il y a, c'est qu'on va se retrouver avec un flot de données. On va les classer, on va les classer dans des tableaux, on va les mettre dans des graphiques et tout ça. Le spécialiste IA, lui, il a l'habitude, il va dire, tiens, tel que je vois ça, je vais utiliser. Il n'y a pas un algorithme, il n'y a pas le système qui va utiliser tel algorithme. Le spécialiste, en voyant effectivement les modalités de dispersion et autres, il va dire, tiens, je vais utiliser cet algorithme parce que ça correspond le mieux à ce qu'on recherche. Donc, à un moment donné, il va y avoir une convergence entre les données utiles, ce qu'on recherche et l'algorithme. Bon, bien sûr qu'on utilise des algorithmes, il y a des gens qui ont fait un travail fabuleux en termes d'algorithmie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut aller voir l'INRIA, il faut aller voir les centres techniques qui, eux, maîtrisent ces algorithmes-là et qui vont très rapidement voir en disant, tiens, pour voilà les données, voilà un petit peu comment elles sont, eh bien, c'est tel algorithme qu'on va mettre en place. Là, on ne crée pas un algorithme comme ça. On va d'abord utiliser ce qui existe, bien sûr. Mais pour ça, il faut avoir parce que l'algorithme va s'appuyer sur les données qui vont être présentées. Donc, si les données sont pas bonnes, ou en tout cas, si elles présentent des défauts, on prend un risque de se planter d'algorithme. Et derrière du résultat, ou en tout cas, le résultat ne sera pas forcément en phase. Je ne sais pas si je suis clair. Merci, je pense que ça répond à la question. En effet, les algorithmes existent bien sur étagère. Par contre, c'est du cas par cas. À chaque application, il va falloir les essayer et peut-être qu'il y en a un qui convient plus que l'autre. Et c'est les spécialistes qui ont l'habitude qui peuvent donner cet élément de réponse. Merci. C'est clair. Voilà. Et donc, alors on était effectivement sur les verrous, et donc bien sûr, si on veut que ça soit efficace, eh bien il y a le business, hein, on peut pas faire autre. Il va falloir travailler sur les cas d'usage. C'est en lien avec la stratégie, hein. L'IA, si on veut mettre en place une chaîne ou une stratégie IA de l'IA, il faut que ça soit au niveau stratégique. Pour que ça puisse passer au niveau stratégique, bien sûr, il faut trouver des cas d'usage, hein, des use cases suffisamment valorisables en termes de business pour que ça puisse se faire, parce que ça représente quand même un investissement. On l'a dit, hein, des données, un carburant, des données et un moteur et des objectifs. Donc, à un moment donné, il faut effectivement travailler sur des cas d'usage. Et comme tout projet, de toute façon, je dirais qu'un projet IA ou un projet cyber ou un projet, ce qu'on veut, pour que ça soit efficace, il faut éviter de se disperser sur une multitude de cas d'usage. Il faut identifier un cas d'usage, trouver l'algorithme qui correspond au cas d'usage, sachant que le cas d'usage est lié aux données. Donc, il faut faire le lien entre la donnée, l'algorithme et les cas d'usage. Et on ne peut pas... on peut, si vous avez une fortune personnelle et que vous avez... ça marche tout seul, vous pouvez vous amuser, mais en toute logique, il va falloir prioriser les cas pour faire matcher les deux, quoi. Alors, ça c'est discutable, mais on peut en discuter. Mais effectivement, ce qu'on observe, c'est qu'il faut plutôt donner la priorité au cas d'usage
porté par le business que plutôt par la techno. Je suis persuadé que, et c'est ce qu'on voit, hein, l'IA fonctionne dès lors que, même si derrière le socle, c'est un socle technologique et algorithmique, il ne sera opérationnel que si derrière il est porté par le business. Vu les investissements, il faut que très vite derrière, celui qui investit, l'entrepreneur, il y voit un intérêt. Sinon... Mais c'est une évidence. Mais faire de l'IA pour faire de l'IA parce que on aime la techno, je vois même dans les dossiers qui passent en région Grand Est où des entreprises mettent, on va mettre une brique IA parce qu'on a un bonus de 50 000 euros. Statistiquement, on voit bien que les projets, ils n'aboutissent pas, quoi. On est toujours pareil, c'est toujours les bons niveaux d'exigence, c'est bien, on est toujours pareil sur la donnée, sur les algorithmes. C'est comme de l'ingénierie classique, hein, il faut se fixer des exigences à atteindre. Donc il faut avoir effectivement ce niveau d'exigence recherché, ne serait-ce qu'en termes de mesure, en termes de qualité de la mesure, ou voire même en termes d'impact économique ou environnemental. Et derrière, j'en ai parlé, hein, c'est le côté business, eh bien, il faut penser dès le départ à ce que, on va dire, cet investissement, ce travail autour de l'IA, soit fondé toujours pareil sur la donnée et que la donnée utile. Moi, j'ai le souvenir encore l'année dernière, une entreprise qui est venue me voir, qui récupérait des données de ses outils de production. Ils avaient un serveur plein de données et ils ne savaient pas quoi en faire. Il y a eu un data scientist qui a été effectivement missionné et qui a découvert, qui s'est amusé comme un fou parce que il a montré à l'entreprise qu'elle détenait en fin de compte dans ses serveurs une quantité de données pouvant être utiles et pouvant être complètement valorisées. C'est ce qui a été fait et l'entreprise est relativement contente maintenant. Anticiper la gouvernance, bon, je vais pas. On est toujours dans la démarche stratégique, hein, c'est pas un coup d'essai, hein, ça doit faire partie de la stratégie de l'entreprise. Et effectivement, fonder sa stratégie IA sur ces données, je vais pas. C'est toujours pareil. On se rend compte que le cœur de l'IA reste effectivement cette donnée. On fait de la donnée différenciée, travailler sur les services, qu'est-ce qu'on peut en faire, et ainsi de suite. Donc voilà. Construire des données différenciées, alors toujours pareil, hein, on a parlé effectivement de stockage de données, ce que disent les spécialistes en disant on ne faut pas mettre tout partout, il faut prioriser les données, il faut prioriser le stockage, prioriser le travail, et ainsi de suite. Et de la même manière au niveau de la collecte et de la sécurité. Il y a un petit verrou ici, c'est important. Je dirais que la donnée vaut de l'or, il faut effectivement être capable de la sécuriser. On parle de labellisation de mise à jour, c'est lié à tout le reste, c'est-à-dire que la donnée, elle évolue dans le temps, il faut aussi la faire évoluer. Il faut alimenter notre système. Il faut lui donner à manger, hein, c'est comme le carburant, comme un moteur. L'IA, c'est pas un one-shot où on récupère la donnée et puis on fait un traitement. C'est une donnée aussi, il va falloir continuer à l'alimenter pour qu'il y ait une sorte d'apprentissage qui se fait et que quelque part, les résultats, au fur et à mesure du temps, vont devenir de plus en plus pertinents. La mise en place d'une stratégie IA se fait aussi sur le temps. Et vous voyez que ça bouffe beaucoup de ressources. Donc voilà. J'en ai fini. Merci Jean-Christophe. J'ai essayé de tenir le timing, c'est pas évident. On est dans les temps. On peut prendre une ou deux questions si vous en avez dans le chat. On vient de voir donc la présentation de Jean-Christophe. Si vous avez retenu certains éléments comme moi, je vais dire la stratégie, ça doit être fondamental. Il faut que ce soit une volonté de l'entreprise. Ensuite, il faudra des données nettoyées, des bonnes données, quelques compétences en algorithmie et en IA pour pouvoir les mettre en œuvre sur un modèle d'IA afin de créer de la valeur. Donc, voilà ce que j'aurais retenu. Peut-être, Maria, tu peux faire une petite conclusion. Alors, j'ai une question. Je crois qu'on a une question un peu plus pointue. Ouais.
Donc, Jean-Christophe, Euh, des exemples d'IA conversationnelle de type ChatGPT? alors ça commence à se faire. On les voit apparaître de plus en plus. Euh, j'ai pas d'exemple comme ça en tête, mais je sais en discutant avec, là, c'est le cas des spécialistes de l'IA. Oui, ça a commencé. D'ailleurs, c'est un vrai problème. C'est un vrai souci pour certains parce que derrière tout ça, se pose c'est toujours pareil, c'est de la donnée. Euh, et notamment, alors ChatGPT, c'est génial à utiliser lorsque vous avez des rapports, lorsque vous avez des trucs à faire. Moi, je l'ai déjà utilisé. C'est pas mal. Maintenant, derrière, il faut être conscient que euh, il faut quand même, comment dirais-je, il y a un côté éthique et il y a l'esprit humain derrière qui doit encore, quelque part, recadrer les choses. Donc voilà. Il faut être conscient qu'on s'adresse à un chatbot, quoi. Voilà, mais pas forcément à quelqu'un humain. Je vous ramène à un vieux livre sur la loi des robots d'Isaac Asimov, et notamment un autre livre qui est très intéressant, qui s'appelle Fondation. Très vieux, il n'y a que les anciens qui connaissent. Euh, sur effectivement le choix des algorithmes et derrière ce que l'on en fait. Alors, on m'a posé une question. Oui, il y a un aspect réduire l'impact du numérique avec toutes ces données. Voilà, quelles sont les stratégies adoptées alors? Si vous voulez, c'est un paradoxe, c'est que si vous voulez avoir une IA efficace, il faut avoir beaucoup de données. Et ces données, il faut qu'elles soient nettoyées. Donc forcément, c'est un impact numérique. Je dirais que la tendance, j'ai parlé de l'exemple du fabricant de machines agricoles qui s'est retrouvé en face, qui avait effectivement stocké une multitude de données, qui prenait beaucoup de place, ne savait pas quoi en faire. Il pensait trouver des astuces en utilisant l'IA pour optimiser son process et le fonctionnement de ses machines. Et en fin de compte, il s'est rendu compte que ces données, entre guillemets, étaient relativement pourries, ou en tout cas pas efficaces pour intégrer des algorithmes IA. Et donc, il a repensé toute sa technologie d'instrumentation. Donc, quelque part, il a redesigné tous ses capteurs, il a tout réinstrumenté au niveau de ses machines. Il a réduit quasiment de moitié le volume de données, mais il avait des données utiles. Donc oui, il faut repenser en fin de compte la chaîne. En gros, faire de l'IA sans avoir un regard un peu critique sur la manière dont les données ont été collectées, notamment sur les capteurs, les équipements qui ont été utilisés pour collecter ces données, c'est nécessaire. Et je dirais que même si on veut être efficace, on peut déjà faire de l'IA, on peut faire du edge, hein. C'est-à-dire on va déjà intégrer une couche IA au niveau des capteurs de manière à réduire ou en tout cas soulager l'infrastructure IT dans le traitement. C'est une des pistes, d'ailleurs c'est la piste. Alors on parle de NVIDIA, en nom du secteur actuel NVIDIA, ESVIA a utilisé des composants non soumis à contrôle d'exportation. Oui, bon, c'est le plus Oui, gros, bon, hein, ce sont des problématiques, c'est, on va dire, un conseil. ouais, L'ITAR et l'achat des composants, il faut faire attention, en effet, quand c'est protégé par les États-Unis, bien on peut sûr. avoir des pièges. Bon, c'est Ah, c'est clair, hein. Bon, faut savoir que quand même les plus gros, c'est les GPU, hein. Les traitements d'IA se fait maintenant sur des cartes graphiques GPU, c'est ce qu'il y a c'est ce que tout le monde a. Ils sont La deuxième dernière question. question qui est dans le chat, en effet, concerne l'optimisation de l'irrigation en fonction Oui, du oui, ça temps, se des fait. mesures Alors, je hydriques. pourrais pas vous dire. Il y a une boîte en Champagne, Ardennes, mais je crois que son dirigeant habite Bordeaux, qui travaille sur ces thématiques-là. Bon, je pense qu'il y a plusieurs projets en France, hein. C'est presque Ouais, évident. Chez Captronic, moi j'en connais un, ITK, Montpellier, qui a bossé sur cet aspect-là. Je suis persuadé qu'il y en a plein d'autres ouais, partout ouais. en France, puisque c'est le cœur des problématiques actuellement d'optimiser l'irrigation et d'économiser l'eau. Et Donc il doit plus y avoir globalement aussi, oui, appliqué à tout ce qui est agriculture connectée, hein, Ouais, c'est ouais, aussi un tout à domaine fait. voilà, tout à qui est fait. très Donc pertinent en Nouvelle-Aquitaine, oui, tout à fait. Mm. des projets IA, il n'y a plus qu'à les inventer ou à essayer de les approcher avec Dynamique, par exemple. Le mot de la fin, Maria, donc on en reste là.
Complètement. Je vous invite toutes et tous qui avaient des questions supplémentaires ou des curiosités ou des demandes de comment est-ce que je passe à l'action ou qui peut m'aider à démarrer un projet IA et comment surtout. N'hésitez pas à venir vers nous, Jean-Christophe, Sébastien ou d'autres partenaires de projets dynamiques ou de l'écosystème. Donc, nous sommes à votre disposition. Merci beaucoup de votre attention et merci beaucoup, Jean-Christophe. C'était très bien. Merci à tous. À Au votre revoir. service.